Allez, c'est parti pour la matinale de gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, Patrimoine 24. Je suis avec Stéphane Lévy. Stéphane, bonjour. Bonjour Frédéric. Stéphane, vous êtes stratégiste chez Cheyne Capital. On va revenir sur le métier de Cheyne Capital qui a évolué au fil de l'année. J'aimerais qu'on fasse un petit point sur l'environnement, le retour de l'inflation. C'est compliqué, ça rend quand même l'allocation difficile, non ? Oui, c'est une période assez complexe dans laquelle on manque cruellement de visibilité, mais il faut être conscient que ce qui se passe est un véritable changement d'air. Et il est rare dans une carrière de traverser des moments tels que celui-ci. Vous avez l'air content. Oui, je suis content. Je suis content parce qu'on a suffisamment souffert de ces 35-40 années de déflation, qui est un phénomène assez infernal, pour être finalement assez heureux de voir cette rupture. On a enfin cassé un cycle, on est dans une phase de normalisation monétaire. Enfin, de l'inflation à 5%, ça risque d'être douloureux. Alors, si l'inflation devait se stabiliser à un tel niveau, ça serait douloureux, mais c'est aujourd'hui quand même pas ce qui est anticipé. N'oublions pas que l'inflation est une lecture à 12 mois glissant et que les effets de base, notamment liés au prix des commos, de l'énergie, vont se tarir. Voilà. D'accord. Ok. Donc, c'est aujourd'hui pas la projection. Ok, voilà. Donc vous dites on revient vers la normale, c'est un peu une bonne chose. Concrètement, on fait quelle allocation, on va sur quelle classe d'actifs et puis on reste à distance de quel autre ? Alors, qui dit changement d'air, dit changement de pied pour l'allocataire, pour l'investisseur. Et notre sentiment, c'est que globalement, les géographies, les secteurs, les styles, voire les classes d'actifs qui ont dominé les palmarès des marchés financiers depuis notamment Lehman, ne seront plus les mêmes. Voilà. Et à cet égard, nous pensons qu'on est engagé dans une nouvelle tendance, dans une rotation pour tenir compte de cet environnement de taux qui va rester probablement durablement plus élevé. On investit où ? Alors aujourd'hui, d'un point de vue, oui, alors c'est assez compliqué, mais pour faire simple, si on observe le marché sous l'angle stylistique, très clairement le segment value dans lequel on va retrouver les matières premières, l'énergie, le pétrole, mais aussi les secteurs financiers, est à notre sens à privilégier, notamment pour des raisons de valorisation, pour ses caractéristiques intrinsèques. D'un point de vue géographique, l'Europe qui a beaucoup souffert, est une géographie value, ne l'oublions pas, et présente l'intérêt d'être très 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 sous-évaluée et de disposer d'une grosse prime de risque qui pourrait être absorbée par les investisseurs s'il devait y avoir, je dirais, la moindre accalmie, notamment sur le front géopolitique. Et donc c'est évidemment un environnement dans lequel il faut se réorganiser. Mais il va y avoir des tendances et probablement un retour de la gestion active. Stéphane, vous dites, bah oui, c'est un changement de paradigme, mais en même temps, il faut garder la tête froide et il y a des stratégies à mettre en place. Est-ce qu'on peut revenir sur Cheyne Capital ? Moi, je connaissais une maison qui s'appelait Jacques Chahine, qui s'est créée un certain nombre d'années, qui faisait du consensus. Et puis la maison a évolué. Aujourd'hui, vous êtes stratégiste de Cheyne Capital. Vous faites entre autres de la location et de la gestion. Oui, alors Cheyne Capital aujourd'hui, c'est un asset manager, un pure player, comme on dit, excusez-moi de l'anglicisme, de l'asset management et spécialiste de la gestion action quantitative momentum. Mais c'est vrai, vous l'avez mentionné Frédéric et vous avez raison. Cheyne, c'est une vieille histoire. Cheyne et son équipe, c'est une très très ancienne histoire qui a démarré dans les années 90 et nous sommes un pionnier de la gestion quantitative en Europe à cet égard. Et le début de l'histoire, c'est effectivement, comme vous l'avez mentionné, la création de cette base de données financières. Oui, qui faisait des consensus. Qui a été le premier donc à recevoir les avis des différents analystes financiers pour en faire un consensus, l'animer. Et c'est un outil aujourd'hui très puissant pour l'ensemble des gestions, qu'elles soient quantitatives ou fondamentales. À la suite de ça, donc là on est dans les années 90 et en parallèle une gestion s'est créée qui est toujours la même avec le fonds Digital Stars Europe qui a désormais 23 ans, qui a été créé en novembre 98. Un vrai track comme il y en a peu aujourd'hui en action européenne. Et le but était assez original. Le but était à cette époque de démontrer, je dirais par les faits, qu'exploiter de manière systématique et quantitative une base de données bien faite était une source potentielle de valeur ajoutée. Et nous sommes donc maintenant pleinement dans cette gestion active-action. Stéphane Lévy, je ne veux pas casser l'ambiance, mais vous me dites, vous faites de la gestion quantitative. Ouais, c'était à la mode il y a une vingtaine d'années, non ? C'est pas un peu old-fashioned ? Ah non, pas du tout, bien au contraire. La gestion quantitative, je crois, a vocation à gagner des parts de marché. Elle est encore aujourd'hui minoritaire parmi l'offre de gestion active. Et nos confrères gérants actions sont plus souvent d'ordre discrétionnaire, analytique. Ce que, évidemment, est très différent de nous. Moi, je crois que la gestion quantitative, au contraire d'être old school, elle est parfaitement adaptée au contexte actuel et aux grands défis auxquels sont confrontés l'industrie, à laquelle est confrontée l'industrie de l'asset management. Ces grands défis sont, je dirais, d'être capable
d'abord de s'adapter à un monde à taux faible et donc d'être capable de déployer des savoir-faire. Qui est mouvant. On voit bien que des fois c'est compliqué de sentir le vent là. Alors oui, mais ça après c'est des conditions de marché. Je dirais que d'un point de vue plus général, aujourd'hui par exemple, la réglementation vous impose d'être de plus en plus transparent, de justifier vos prises de décision. Donc la notion de traçabilité de la gestion quantitative est par exemple un gros point fort. Un autre élément, je crois absolument clé, c'est que la loi de Moore qui a été décrété dans les années 70 et qui dit que tous les 2 ans, les capacités de calcul de l'informatique doublent, n'a jamais été démenti. Et donc, les puissance informatique est aujourd'hui un outil, je dirais, d'une importance stratosphérique pour les gérants et la gestion quantitative en fait complètement son allié. C'est vraiment l'outil, ça permet... Il faut être capable d'intégrer les datas d'où qu'elles viennent. Des datas, exactement, des datas de nouvelle génération, mais aussi travailler avec des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent de faire évoluer les modèles historiques. Et je crois donc que c'est particulièrement adapté, par ailleurs très diversifiant, très différenciant, puisque un acteur quantitatif... fait jouer la loi des grands nombres et aime avoir des portefeuilles extrêmement diversifiés, à la différence de gérants dits de conviction. C'est clair. Stéphane Lavie, merci d'avoir été avec nous et merci de nous avoir présenté le quantitatif nouvelle génération. Merci. Merci Frédéric. Et oui, c'est la matinale de gestion de fortune, investissement, conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis avec Jean-François Flity. Jean-François, bonjour. Bonjour Frédéric. Jean-François, vous êtes associé et cofondateur d'Allure Finance. On reviendra sur cette structure, mais votre actualité, c'est que vous créez un nouvel acteur sur le marché. Vous créez Art et Finance. C'est quoi la vocation de Art et Finance ? Alors, sa principale vocation, c'est d'aider, d'assister, de conseiller à la fois des particuliers et des sociétés de toute taille, de la PME jusqu'à des sociétés au SBF, sur leurs acquisitions, sur leurs cessions, sur le conseil fiscal en la matière. Le financement, vous faites ou pas ? Le financement, évidemment. Le financement. En l'espèce, on appelle ça du leasing, location avec option d'achat. Et puis des services annexes qui ne sont pas si annexes que ça, c'est-à-dire le transport et le stockage d'art et l'assurance de l'art. Et l'assurance ? Évidemment. Bien sûr, c'est important. Bien sûr. Vous êtes spécialisé sur un marché, un segment de marché particulier ou c'est tout azimut ? Alors, essentiellement l'art contemporain, mais on ne s'interdira pas d'aller sur d'autres périodes. D'accompagner un client en fonction de ses souhaits, de ses envies en la matière, évidemment, puisque nous fonctionnerons à la demande de nos clients. Bon, ce qui vous motive, parce que c'est un marché qui est un petit peu vertical. Vous-même, vous êtes amateur d'art ? Oui, clairement, j'ai cette chance puisque je suis d'une famille qui est amateur elle-même. Et puis mes associés sont des très très grands amateurs d'art ou des professionnels de l'art. D'accord. On peut pas aller sur ce marché si on n'a pas soi-même un peu une passion. C'est difficile. Donc là, l'idée, c'est de bien s'entourer et l'équipe d'associés que nous avons montée est une équipe de grands professionnels en la matière. Ok. Jean-François Flity, vous venez vous créer cette structure, Art et Finance, et puis votre navire amiral, c'est Allure Finance. Allure Finance, c'est un cabinet de CGP. Oui, mais pas complètement. C'est-à-dire que sa vocation première, c'est d'être CGP, c'est-à-dire d'accompagner des particuliers en gestion privée, gestion de fortune, en épargne salariale, en épargne retraite. Ça, c'est sa première vocation. Sa deuxième vocation, et c'est là où on est très différenciant par rapport au marché, c'est que nous sommes des conseils en financement bancaire, des conseils en dette, et nous conseillons un grand nombre d'entreprises puisque nous procédons à plus de 200 millions d'euros de financement bancaire par an à ce jour, sur des dossiers complexes, des dossiers atypiques, du financement structuré, du financement de LBO, du financement d'acquisition, du refinancement, toutes les typologies de financement que peuvent avoir besoin à la fois les sociétés, les holdings et bien sûr les particuliers. C'est intéressant parce que c'est patrimoine au sens large, c'est aussi bien le patrimoine privé, personnel, que le patrimoine professionnel. Vous avez bien compris, Frédéric. Et c'est là où le levier du financement est essentiel dans un patrimoine, qu'il soit personnel ou professionnel. L'actif et le passif, les deux sont indissociables. D'accord. On est sur une période, est-ce qu'on peut parler un peu de l'environnement, puisque vous conseillez, on est sur un environnement où l'inflation revient, on nous parle de récession. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet ? Et puis surtout, comment on fait pour naviguer par ces temps aussi incertains ? Alors non, nous ne sommes pas inquiets, nous sommes vigilants.
Et effectivement, l'inflation est à plus de 5,5% en France, plus de 8,5% en Europe et aux États-Unis. Et cette inflation continue à monter puisque en rythme annuel, en France, nous sommes à plus de 7%. Les conséquences... C'est problématique, ça, à un moment. Oui. C'est la raison pour laquelle les banques centrales, la Fédérale Réserve, la première, et la Banque Centrale Européenne, ont décidé de monter les taux et de les monter de façon très, très significative et très rapide. Et les conséquences de cette remontée rapide des taux créent, dans une première partie, ce qu'on appelle la stagflation. Et là, nous sommes pas loin de penser que nous allons vers une récession sur l'année 2023. D'accord. Et le phénomène récessif est très problématique, à la fois pour les particuliers du fait d'une baisse de pouvoir d'achat à venir, et d'autre part pour les sociétés qui risquent d'avoir des baisses de marge, certaines vont avoir malheureusement des problématiques de carnet de commandes, et d'autres des défauts. Et puis, ça c'est le problématique de l'inflation. Mais qui dit récession dit souvent aussi retour du chômage, ou augmentation du chômage, quand il y a du ralentissement économique. Alors, vous disiez, on n'est pas inquiet, on est vigilant, on fait attention, c'est ça? C'est exactement cela, c'est-à-dire que dans toute période, qu'elle soit de crise ou de croissance, il faut savoir naviguer avec le vent. Bon. Et en période alors, concrètement, on fait quoi? Alors concrètement, dans cette période, il y a deux grandes classes d'actifs à privilégier. Ouais. La première, c'est plutôt une classe de passifs qu'on appelle le financement à la dette. C'est-à-dire s'endetter très à taux fixe, évidemment, et s'endetter de façon le plus significativement possible sur des actifs de qualité, qu'ils soient immobiliers ou qu'ils soient mobiliers, c'est-à-dire des actifs financiers, des actions, des sociétés, le private equity ou des titres en direct, mais à la condition sine qua non de les acheter à bon prix ou de les acheter avec une décote. Car cette décote, si elle n'est pas pricée aujourd'hui, elle sera pricée demain. C'est un coussin de sécurité. Exactement. La deuxième classe d'actifs, c'est les produits structurés, les solutions structurées. C'est une des meilleures typologies de solutions aujourd'hui, car elle permet de se protéger à la baisse avec des protections très significatives, moins 40, moins 50, et d'avoir un coupon contractuellement prévu à l'avance, 7-8% en fonction d'un scénario de marché. Bien entendu, pour faire cela, il faut être bien conseillé. D'où votre importance. Merci Jean-François Fliti d'avoir répondu aussi clairement à cette question et puis de donner des conseils concrets, parce que c'est bien beau de dire il faut se préparer, mais c'est bien aussi d'indiquer comment se préparer. Merci Jean-François. Merci Frédéric, merci beaucoup. Allez, on continue la matinale et on est maintenant avec Mathilde Krieger. Mathilde, bonjour. Bonjour Frédéric. Mathilde, vous êtes la directrice générale de Novaxia Investissement. On est ensemble pour faire le point sur Novaxia Air, qui est un fonds que vous avez lancé il y a un peu plus d'1 an déjà. Effectivement, on a, ça y est, fêté les 1 an de Novaxia Air, donc qui est une UC d'immobilier résidentiel et responsable issue du recyclage urbain et donc qui est présent dans les contrats d'assurance vie et dans les PER. On avait beaucoup parlé au moment du lancement de ce Novaxia, parce que le concept, vous prenez des anciens bureaux, des anciens locaux, vous les repackagez, enfin vous faites faire des travaux et ça devient du logement. Exactement, c'est le principe même du recyclage urbain qui est la thématique d'investissement de Novaxia Investissement maintenant depuis de nombreuses années. C'est acheter des actifs immobiliers tertiaires, obsolètes et vides, de les transformer, de faire les travaux avec les promoteurs immobiliers pour livrer des actifs de logement. Je me souviens qu'au lancement de ce produit, c'était très novateur, on en avait beaucoup parlé. Il y a eu un bon accueil de la part des partenaires CGP, de la part des investisseurs, commercialement, les encours, ça a bien marché? Alors, les encours ont très bien marché. D'ailleurs, j'en profite pour remercier à la fois les assureurs qui ont cru au produit, parce que dès le début, ils ont été présents et ils souhaitaient diversifier les allocations immobilières qui étaient très bureau-commerce par les fonds classiques et d'intégrer de l'immobilier résidentiel. Donc ça, c'est la première chose, parce qu'il faut avoir les référencements. Et les partenaires CGP, banquiers, qui ont cru également au produit, puisque aujourd'hui, c'est quasiment 400 millions d'euros d'encours. C'est 65 projets immobiliers qui sont présents à l'intérieur du véhicule. Et puis, c'est la performance, puisqu'en 2021... Allez, parlons un peu argent. On parle argent. 2021, la performance, donc l'objectif de performance était de 5%. La performance annualisée de Novaxia Air est de 5,08. Et donc, pari tenu. Pari tenu. Objectif de performance 2022, de continuer sur la lignée. Et on va s'appuyer sur 2 jambes de performance
à la fois sur les projets immobiliers qui se développent, et là on va avoir des événements de création de valeur comme les dépôts des permis de construire. On a à peu près une dizaine de projets et c'est 45% de la performance qui se fait en ce sens. Et après, 55% de la performance qui se fait sur des actifs immobiliers aujourd'hui qui sont encore loués et qui vont être développés au terme du bail. Mathilde Krieger, vous disiez à peu près 400 millions d'encours, c'est bien, on est content pour vous. C'est bien de collecter, après il faut employer cet argent. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce que vous appelez entre vous le sourcing? Il faut trouver des locaux. On fait comment pour trouver d'anciens bureaux, d'anciens locaux industriels à repackager? Alors ça, c'est une notion qui est la plus importante, parce que c'est bien de collecter, mais il faut l'affecter. Novaxia est un fonds qui est 100% affecté, donc investi. Le deuxième élément, c'est qu'on se garde toujours, on pilote les objectifs de collecte, et on a toujours un pipe de nouveaux actifs immobiliers, c'est 3 fois à peu près la collecte du trimestre. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Parce que on cherche 2 types d'actifs immobiliers. On cherche des actifs immobiliers tertiaires, donc obsolètes, chaque fois ils sont obsolètes, soit complètement vides, soit des actifs immobiliers qui sont encore obsolètes, mais encore partiellement loués. Donc, c'est a priori des actifs un peu décotés? Des actifs complètement décotés, puisque par l'obsolescence de ces actifs. Et ça, c'est important de voir qu'on cherche 2 typologies aussi d'actifs un peu différentes, puisque c'est 2 canaux de sourcing aussi qui sont différents. D'accord. Historiquement, notre sourcing s'est fait beaucoup par les promoteurs immobiliers. Et d'ailleurs, nous avons, comme nos partenaires CGP connaissent notre équipe commerciale qui viennent à leur rencontre pour expliquer le véhicule, nous avons la même chose. C'est une équipe commerciale qui anime les promoteurs immobiliers, qui nous apporte des dossiers sur lesquels après on va se mettre en copromotion avec eux. D'accord. Donc ça, c'est un premier biais de sourcing. Et la deuxième jambe de sourcing, ce sont des SCPI, des SC, des foncières qui se défont aujourd'hui des actifs immobiliers où il reste 1 ou 2 ans de bail résiduel dans des zones qui sont plus forcément des zones de bureaux, et c'est pas leur métier de transformer en immobilier potentiellement résidentiel. Oui, dans ce cas, on préfère se défaire de l'actif plutôt parce que c'est un vrai métier. Que de porter. C'est un vrai métier de repackager des locaux. Vous avez marqué un grand coup parce que tout le monde en a parlé au lancement de Novaxia. Il y a quoi dans le pipe? C'est quoi la prochaine innovation chez Novaxia? Alors Novaxia et Novaxia Investissement adorent l'innovation, donc on est toujours dans la recherche perpétuelle de regarder qu'est-ce qui peut se passer sur le marché. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir, Frédéric, dès le mois de septembre pour parler potentiellement d'autres innovations sur le recyclage urbain. Donc, toujours sur notre. On travaille toujours, on travaille. Okay, très bien. Et après, surtout aujourd'hui, notre actualité, c'est bien sûr staffer les équipes parce que c'est bien de collecter, c'est bien d'investissement. On recrute, ça, c'est bien. On recrute massivement. Et quel comment on recrute? Profil? Alors on recrute des profils pour faire du sourcing, pour faire du fund management, et également des profils de développeurs de projets immobiliers qui travaillent avec les promoteurs immobiliers. Toute la chaîne de valeur, parce que c'est la force aussi de Novaxia Investissement, c'est de maîtriser cette chaîne de A à Z. Et pour ça, on va être vite à l'étroit dans nos locaux à Opéra. Et donc on aura le plaisir aussi d'inviter nos partenaires prochainement, et j'espère d'ici la fin d'année, sur notre futur siège. Déménagement. On déménage et surtout on s'applique le recyclage urbain, puisque nous transformons une ancienne concession automobile dans le 15e arrondissement de Paris. Alors cette fois-ci en bureau, pas en logement, même si on peut dormir de temps en temps en bureau. Donc on aura le plaisir de vous faire découvrir aussi ce savoir-faire. Et ça, c'est pendant l'été, c'est en septembre, c'est quand le déménagement? Fin d'année. D'accord, très bien. Merci Mathilde Krieger d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt.